Aujourd'hui, nous allons remonter au début du XIXe siècle et, pour la première fois sur cette chaîne, nous irons en Islande. Agnès Magnusdóttir est née en Islande le 27 octobre 1795. Ses parents étaient tous des fermiers non mariés et très jeune, son père l'a abandonnée, elle et sa mère. À l'âge de 6 ans, Agnès avait été placée en famille d'accueil chez un couple de fermiers locataires qui vivaient dans un autre village du nord du pays. À l'époque, l'Islande était un territoire du Danemark, comme elle l'avait été pendant plusieurs siècles. Cet arrangement de gouvernance signifiait que le monarque danois avait une autorité considérable sur les affaires islandaises. Cela comprenait les questions politiques et économiques. Les fonctionnaires danois supervisaient l'administration de l'île, et la couronne danoise influençait les politiques et les procédures. En 1820, à 25 ans, Agnès vivait dans un pays confronté à de grands défis, surtout pour les plus démunis. La majorité de la population était principalement engagée dans l'agriculture et la pêche, qui étaient essentielles pour l'économie. Un problème majeur pour ceux qui étaient économiquement défavorisés était la difficulté de l'agriculture. Beaucoup d'Islandais vivaient de l'agriculture, tentant de survivre dans un environnement naturel difficile. La géographie unique d'un pays, y compris ses climats rudes et son activité volcanique fréquente, rendait l'agriculture incertaine et précaire. Les mauvaises récoltes dues au froid ou aux éruptions volcaniques étaient courantes et cela entraînait souvent des pénuries alimentaires qui touchaient de manière disproportionnée les plus pauvres. Pour ceux déjà pauvres, de tels revers étaient particulièrement dévastateurs. L'isolement de l'Islande s'ajoutait à ces difficultés. L'emplacement isolé de l'île limitait ses contacts avec le reste du monde. Cela rendait difficile pour les plus démunis d'accéder aux ressources essentielles qui auraient pu améliorer leur vie, et le pays restait en grande partie déconnecté des changements rapides et des progrès qui se produisaient sur le continent européen. L'économie manquait de diversification, ce qui signifiait que les pauvres avaient un peu de moyens d'améliorer leur situation. Ils étaient souvent piégés dans un cycle de pauvreté, avec peu d'espoir d'en sortir, surtout que l'économie était principalement basée sur l'agriculture et la pêche, avec peu d'entreprises industrielles ou commerciales à mentionner. Beaucoup de gens vivaient dans des maisons en tourbe qui, bien qu'elles offraient une certaine isolation contre les climats rudes, étaient exiguës, et l'assainissement était rudimentaire, ce qui contribuait à la propagation des maladies, surtout dans la capitale Reykjavik, qui est la zone la plus densément peuplée. La rareté de l'accès à l'éducation perpétuait le cercle vicieux de la pauvreté, car les individus avaient moins d'opportunités d'acquérir les compétences et les connaissances essentielles nécessaires pour améliorer leurs perspectives d'emploi et avoir une chance d'échapper à l'emprise de la pauvreté. Dans cette hiérarchie socio-économique, une petite classe d'élite détenait toute la richesse et le pouvoir, rendant difficile pour les pauvres d'améliorer leur statut social et économique. Beaucoup dépendaient de la bonne volonté des propriétaires terriens pour le travail et le soutien, ce qui les rendait vulnérables à l'exploitation. Agnès a grandi durant une période économique difficile. Peu d'informations existent sur ses premières années, mais son enfance a sans doute été marquée par le travail acharné et la pauvreté, expérience commune à son époque. Mais la vie d'Agnès a changé lorsqu'elle a rencontré Nathan Ketilsson. Il était propriétaire terrien et fermier prospère, ce qui faisait de lui un homme relativement riche par rapport à la majorité de la population. Ce qui a attiré Agnès vers Nathan, ce n'était pas seulement sa position sociale, mais aussi ses multiples compétences. En plus de l'agriculture, il se disait médecin autodidacte et herboriste. Bien qu'Agnès fasse les tâches domestiques, Nathan soutenait son développement intellectuel. Il lui parlait de l'Europe, des grandes villes à l'ambiance romantique, aux rues pavées et boulevards élégants. Il lui dressait un tableau bien éloigné des luttes quotidiennes contre la pauvreté et le travail pénible qui avaient certes marqué ses premières années. Grâce à lui, elle comprit qu'il existait une possibilité de trouver une vie meilleure pour elle-même. Cependant, des rumeurs circulèrent tard bientôt selon lesquelles Nathan et Agnès auraient entamé une relation amoureuse, bien que beaucoup de gens trouvaient cela étrange, car ils savaient que Nathan était en réalité amoureux d'une autre femme, une poétesse locale bien connue, nommée Skuld Rosa. Rosa était mariée, ce qui laissait entendre que sa relation avec Nathan pouvait être compliquée, puisqu'elle n'était pas ouvertement simple. Ce n'était pas un secret.
En fait, la communauté locale était au courant et savait que Nathan était le père de 2 des enfants de Rosa. Cette relation amoureuse, complexe et entremêlée ajoutait un élément d'intrigue et de commérage à la vie de ceux qui vivaient à proximité. Pour ajouter à la complexité, on disait aussi que Nathan entretenait une relation avec une autre de ses domestiques, une jeune fille de 17 ans nommée Sigríður Guðmundsdóttir. Le 14 mars 1828, Agnès courut à la ferme de Scappacote pour signaler un incendie dans sa maison de travail. Elle cria que 2 personnes étaient bien piégées et que le bâtiment brûlait vite. Les secours arrivèrent bientôt pour éteindre l'incendie, mais à leur horreur, ils découvrirent 2 cadavres gravement brûlés qui furent un an plus tard identifiés comme étant Nathan Ketilson, le propriétaire de la ferme, et un invité récemment arrivé, Nen Pettil Johnson. Au départ, on supposa que les 2 hommes avaient encore tragiquement péri dans l'incendie, mais une enquête plus approfondie révéla une vérité bien plus troublante. Ils avaient de nombreuses blessures par arme blanche et des traumatismes dus à un objet contondant, peut-être un marteau. L'incendie, s'en déclenché volontairement avec de l'huile de requin pour attiser les flammes, laissait suspecter une tentative de dissimulation, provoquant une onde de choc dans la paisible communauté. Les autorités n'ont pas perdu de temps pour arrêter Agnès Magnúsdóttir et la jeune Sigurdur Guðmundsdóttir, ainsi qu'un jeune homme nommé Friðrik Sigurdsson. Après avoir interrogé les 3 suspects, tous ont été inculpés de meurtre. La communauté islandaise a été choquée et attristée par le double meurtre, mais la révélation que 2 jeunes femmes et un jeune homme auraient pu l'orchestrer n'a fait qu'ajouter une couche d'étonnement qui a résonné dans toute l'île. Bien que les motivations derrière les actes des 3 accusés restent de floues, les habitants n'ont pas pu s'empêcher de spéculer que leur relation amoureuse compliquée aurait pu jouer un rôle dans le crime. Quelques semaines après le meurtre, lorsque les gens ont repris leurs activités habituelles et que les noms d'Agnès, Sigríður et Frédéric n'étaient plus le seul sujet de conversation, la compagne de longue date de Nathan, la célèbre poétesse Skald Rosa, a écrit le vers suivant, qui a saisi les émotions complexes qui avaient envahi la communauté à la suite de la tragédie. « Ne sois pas surpris par la tristesse dans mes yeux, ni par l'amertume de la douleur que je ressens, car tu as volé par tes manigances celui qui donnait un sens à ma vie. Tu as sacrifié ta vie au diable pour qu'il en dispose. Ensuite, les meurtres redevinrent la principale préoccupation de tous. » Le procès commença le 14 mars 1830. Agnès, Friedrich et la jeune servante Sigríður se tenaient au centre d'une grave accusation. Le meurtre brutal de 2 hommes dans une ferme isolée, nichée au cœur de Vastelsola, il y avait un intérêt public considérable et un examen minutieux, non seulement en raison de la nature odieuse du crime, mais aussi parce qu'il impliquait 2 femmes d'origine si humble. La procédure judiciaire s'est déroulée de manière typique pour l'époque. Un panel de juges, de responsables locaux et de propriétaires terriens présidait le procès. Des témoins ont été appelés et des preuves présentées. L'atmosphère était tendue, alors que le sort d'Agnès et de sa coaccusée était en jeu. Agnès était décrite comme une femme de basse condition, sa réputation ternie par une supposée liaison avec Nathan. Les raisons de cet acte insensible reposaient surtout sur la conviction que les accusés avaient comploté pour voler Nathan, réputé riche propriétaire terrien. Les autorités ont soutenu que Friedrich était tombé amoureux de Sigríður et qu'il était devenu rancunier en découvrant son intimité avec Nathan. On pensait que Friedrich était le cerveau derrière les meurtres, bien que les procureurs n'aient pas réussi à présenter beaucoup de détails sur la façon exacte dont il était responsable. Le procès a duré un certain temps et a finalement été envoyé à la Cour suprême de Copenhague. Les 3 accusés ont alors été reconnus coupables et condamnés à mort. Le verdict de culpabilité et la prononciation de la peine de mort ont marqué une conclusion solennelle et déchirante au procès qui avait captivé l'attention de toute la nation. Il a été annoncé plus tard que la peine de Sigrid serait commuée en réclusion à perpétuité, qu'elle purgerait au Danemark à l'approche de la date d'exécution. Chaque propriétaire de ferme a dû envoyer un représentant masculin aux événements.
Agnès et Frédéric devaient en être exécutés publiquement par décapitation à l'aide d'une hache spéciale importée du Danemark. Le frère de Nathan a orchestré l'acte et, dans une scène glaçante, Frédéric a été mené au billot du bourreau, où sa vie a pris fin brutalement. Agnès, sa complice, se tenait à proximité, les yeux rivés sur la scène macabre. Quelques instants plus tard, le même sort funeste l'attendait, faisant d'Agnès Magnusdóttir la dernière personne à être exécutée en Islande. Agnès et Frédéric ont été privés de sépulture chrétienne en raison de leur transgression. À la place, leurs têtes tranchées furent cruellement montées sur des pics, exposées à la vue du public le long de la route. Pourtant, en à peine une journée, les trophées macabres disparurent et échappèrent aux recherches désespérées des autorités. Une enquête s'avéra vaine, et pendant un siècle, l'emplacement des têtes demeura une énigme. En 1930, une femme locale fit une déclaration stupéfiante. Elle avait reçu la visite de l'esprit d'Agnès. Elle révéla l'emplacement caché de la tête, dévoilant ainsi les restes perdus depuis longtemps. L'identité des voleurs demeurait entourée de mystères. Une légende locale murmurait qu'une femme au foyer compatissante s'était sentie obligée d'enterrer elle-même les têtes. Lors d'une cérémonie poignante, Agnès et Frédéric, qui avaient d'abord été inhumés près du lieu d'exécution, trouvèrent enfin le repos. Leurs corps furent réunis avec leurs têtes et reçurent une sépulture digne dans le cimetière d'une église locale. L'histoire d'Agnès Magnusdóttir et du double meurtre atroce s'est inscrite dans la légende grâce à de nombreux livres et documentaires qui relatent les actes impitoyables d'une femme de 33 ans que beaucoup considéraient comme malveillante et véritablement monstrueuse. Au début du mois de septembre, un tribunal improvisé prit forme dans le centre communautaire, dans un village situé près de l'endroit même où les deux âmes infortunées ont rencontré leur sombre destin. À partir des documents originaux de l'enquête de 1828, l'affaire eut un nouveau procès visant principalement à comprendre les motivations d'Agnès et de ses complices pour cet acte terrible. Il a été suggéré qu'Agnès et sa collègue domestique auraient pu subir de mauvais traitements de la part de Nathan Ketilson et que ces abus présumés auraient pu pousser deux jeunes femmes désespérées à commettre cet acte terrible. Le procès fictif unique a été minutieusement organisé par la Société juridique islandaise, utilisant un cadre juridique contemporain et des procédures modernes pour réexaminer cette affaire historique. Le verdict final, rendu par un panel de 3 juges, a conduit à une peine de 14 ans de prison pour Agnès, lui évitant ainsi la peine de mort. Le procès d'Agnès Magnusdóttir rappelle de façon frappante les pratiques juridiques et les normes sociales qui prévalaient au début du XIXe siècle, mettant en lumière les conditions difficiles et les droits juridiques limités auxquels les individus étaient confrontés à cette époque. La tête de hache utilisée pour la décapitation est exposée au Musée national d'Islande et sert de rappel tangible d'un événement survenu lors d'un sombre chapitre de l'histoire du pays. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Je suis récemment allé en Islande et j'aimerais adresser un grand merci à 2 jeunes femmes, dont je ne connais pas le nom, qui travaillaient pour le musée maritime de Reykjavik. Elles ont été très gentilles et m'ont aidé avec toutes les prononciations pour l'affaire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.